Vous avez envie de découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques qui révolutionnent ce domaine? Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous incontournable qui vous plonge au cœur de témoignages et de parcours inspirants. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans, passionnée par l'innovation et les legal operations. Mes invités vous livrent sans tabou leur expérience, leurs succès, leurs défis, leurs astuces métiers et partagent de nombreux conseils pratiques. Alors installez-vous confortablement car ce podcast est bien plus qu'une simple émission. Il est votre porte d'entrée vers un univers juridique innovant et plein d'avenir. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Aurélie Manet, diplômée en droit des affaires, en droit français, droit chinois et common law. Aurélie a une expertise internationale sur 3 continents et nous fera part de l'importance de comprendre les nuances culturelles et linguistiques. Elle a conseillé des entreprises en tant qu'avocate, puis responsable juridique pendant 18 ans. Elle est convaincue de l'importance de la clarté dans le langage juridique et elle promeut le langage clair et le legal design pour mieux accompagner ses clients. Bonjour Aurélie, ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, je suis ravie d'être là. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter et expliquer un peu ton parcours en quelques mots. Bien sûr, alors qui je suis? Eh bien, je suis multi-activité, j'ai une double casquette. Je suis à la fois une juriste internationale en droit des affaires, je fais des missions de management de transition, et puis je suis aussi Legal Ops Manager, donc c'est-à-dire que j'essaie de mettre mes compétences au service des directions juridiques pour les former notamment au legal design et les assister dans tous leurs projets de transformation et de repositionnement dans l'entreprise. Et je le fais sous format management de transition, mission ou plus longue durée, ça dépend de la demande. Pour compléter, moi je suis passionnée par le langage clair, tout ce qui est linguistique, tout ce qui est compréhension du droit dans des environnements multiculturels. Et mon parcours, j'ai une formation bilingue anglais, droit des affaires et common law. Et puis j'ai été avocate et droit des affaires pendant 18 ans sur 3 continents, 5 ans en droit chinois des affaires, et puis après 14 ans en tant que juriste international en droit des affaires et legal ops. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à combiner tes compétences en droit français, droit chinois, common law comment ça influence un peu ton approche juridique, toutes ces Eh bien, en compétences? fait, moi, j'ai toujours adoré les environnements internationaux et les langues. Et du coup, j'ai naturellement choisi une formation en droit qui intègre cette composante internationale. Et après ma double formation et un peu au gré des rencontres, ma première expérience professionnelle a été d'être avocate en droit chinois des affaires. Il n'y avait pas de formation en France à l'époque, donc je me suis formée sur le tas, si je puis dire. J'ai toujours été assez curieuse, empathique, donc j'aime bien connaître l'autre, comprendre comment il fonctionne, et même comprendre le système de droit, d'où ça vient, pourquoi c'est peut-être un patchwork de différents systèmes qu'on peut connaître. Enfin, ça, je suis toujours très intéressée par la mécanique sous-jacente, on va dire. Et t'étais Euh, où en Chine d'ailleurs? J'étais à Pékin, la Ok. capitale politique, puisque Oui. Shanghai, on est plus sur la capitale économique. Et c'est aussi la capitale historique, donc c'est un endroit qui est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience, ces interactions. Et puis, quand on parle de la Chine, ils sont nécessairement extrêmement différents Mm. de nous. Ils ont une façon de fonctionner différente. Et du coup, c'est là où mon appétence pour les langues, pour comprendre les spécificités culturelles, était très utile parce que au-delà de la langue, au-delà de la traduction, un texte va intégrer le reflet d'une culture. Mm. On va rédiger selon des habitudes culturelles. C'est-à-dire que voilà, on rédige pas au Brésil comme on rédige en France, comme on rédige aux États-Unis. Et Mm. il y a une raison au-delà des langues. Je dirais que l'expérience chinoise, si tôt dans ma carrière, m'a doté d'une qualité ou m'a fait développer une qualité qui est la flexibilité. C'est plutôt recherché aujourd'hui, hein, comme on le sait tous. Donc, et quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels les juristes sont confrontés, justement, quand il s'agit de communiquer efficacement avec des clients qui sont parfois d'origine culturelle ou linguistique différente? C'est quoi les défis?
Alors pour moi, quand il s'agit justement de communiquer avec des autres qui ne parlent pas la même langue, et là on ne parle pas de jargon juridique, Ouais, de ouais. gens qui ne sont pas juristes, mais des fois de langue étrangère, pour moi le principal défi, ça va être déjà la barrière de la langue et comprendre la culture justement, le contexte de son interlocuteur. Et là ça va rejoindre le legal design, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, hein. La barrière de la langue, bon alors les Français sont pas connus pour être très très bons en langue, mais de manière, c'est une problématique qui est présente pour tout le monde. Comprendre la langue, l'impact de la culture sur la façon de pratiquer le droit, c'est très important. Les réflexes des juristes de common law ne vont pas être les mêmes que ceux d'un juriste de droit romano-germanique. Et on ajoute à cela que l'application, par exemple, de la common law, d'un système de common law, n'est pas le même en Angleterre qui va être aux États-Unis. On ne pratique pas de la même manière. Donc, bien parler une langue étrangère, pour moi, c'est en effet permettre de se faire comprendre correctement, de bien transmettre son message. Et ça, moi, je l'applique un petit peu dans mon quotidien de juriste, c'est-à-dire jargon juridique versus utilisateur interlocuteur qui ne parle pas, qui n'est pas habitué du droit. Il faut se souvenir que dans toute communication, on a un émetteur et un récepteur. Donc, si le message il n'arrive pas à destination, il peut y avoir un problème côté émission. Donc tout ça, il faut vraiment comprendre un peu la mécanique. Et pour moi, c'est vraiment quelle que soit la langue, encore une fois, je le redis, langue étrangère, langue juridique, langue technique, c'est la même mécanique. Il faut connaître son sujet pour pouvoir trouver les bons mots pour communiquer efficacement. Voilà, donc Et je en tant que... l'applique, Pardon. pardon, vas-y. Non, non, je l'applique aux langues étrangères comme au langage clair, un petit peu. Ouais. Et en tant que juriste international, donc tu as travaillé dans des entreprises assez diverses, est-ce que tu Mm. peux partager une expérience où justement la compréhension des nuances culturelles a été vraiment super importante dans un dossier ou un projet en particulier? Oui, bien sûr. Alors, je vais revenir à mon expérience chinoise parce que c'est toujours très parlant, parce qu'on a toujours du mal à se comprendre Ouais. avec des fois les peuples asiatiques. Quand je suis arrivée à Pékin, euh, j'ai eu à travailler en binôme avec un juriste chinois parce que la majorité à l'époque, c'était en 2006, des lois chinoises, il y en a, les grandes lois sont accessibles en anglais, mais la majorité ne sont qu'en chinois. Et mon niveau de chinois ne me permettait pas d'accéder à ces nuances. Donc, on travaillait toujours en binôme. Et la première chose que j'ai eu à apprendre, c'est comprendre ma collègue, mon binôme, pour travailler efficacement. Et il m'est arrivé, voilà, donc j'ai eu une mésaventure qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que je n'avais pas compris qu'en Chine, on a du mal à dire non, je n'ai pas compris. Et donc, je me suis retrouvée un soir à devoir envoyer une consultation à un client et à me rendre compte 6 heures plus tard, après avoir demandé des informations à mon binôme, qu'elle n'avait pas compris la question et qu'au lieu de me le dire, donc on s'est retrouvé à 6 heures du soir à n'avoir rien, besoin d'envoyer une consultation et devoir retravailler le sujet. Et donc voilà, et donc j'avais pas pris le temps ou j'avais pas compris, en tout cas j'avais loupé quelque chose. Et du coup, ça m'a donné une force pour après. C'est-à-dire que je me suis dit, attention, il faut que je comprenne mon hôte, mon interlocuteur, mon binôme, Il mon... y avait peut-être d'autres signaux que tu n'avais pas vus, ou c'est ça, Oui, ou voilà, elle, que je... elle te disait pas cash clairement, Oui, j'ai pas compris, ou c'est ouais, pas clair. voilà. Mm. De l'autre côté, elle s'était pas dit, attention, c'est une Française, si je comprends pas, je dois lui dire, sinon elle va... Enfin, voilà, donc il y avait Ouais. une mécommunication. Donc voilà, donc ça m'a permis d'apprendre un élément très important, c'est attention, l'autre ne fonctionne pas forcément comme toi. Et donc, il faut Et comprendre. t'as su après détecter justement J'ai fait les signaux qui font qu'elle n'avait pas compris ou Oui, alors après j'ai appris, hein, ouais. j'en ai un peu plus parlé autour de moi, on m'a dit ah oui, ça c'est culturel en Chine, il fonctionne de telle manière, attention. Et après on a très très bien fonctionné avec cette collègue parce que j'avais compris, c'était une collègue, c'était alors elle était pas, c'était pas une jeune femme, c'était une avocate assez senior et donc elle avait basculé côté cabinet d'avocats étrangers. Et elle n'avait pas cette habitude de travailler en cabinet d'avocats étrangers. Donc, pour elle, c'était un apprentissage également de son côté. Donc, on avait un apprentissage pour travailler de la manière la plus efficace qui soit toutes les deux. Mais c'est drôle Et parce que tu parles de la Chine et même sans aller aussi loin que la Chine, pour avoir travaillé en Angleterre, pourtant qui est assez proche culturellement de la France, il y a aussi des différences comme ça où tu perçois pas toujours tout de suite, en tout cas, les nuances linguistiques ou
ou sémantique, je sais pas, de la langue. Et du coup, tu ne comprends pas ce que vraiment veut dire une phrase ou tu l'interprètes mal. Par exemple, moi, je me souviens aussi avec des collègues anglais, comme ils sont quand même beaucoup moins cash, par exemple, que les Américains ou les Français, ils vont jamais te dire vraiment ça va pas ou c'est pas bien ou je ferais plutôt comme ça. Ils vont utiliser un langage qui est tellement subtil que le français va pas forcément le comprendre. Le I would recommend, bon, bah, un français il va comprendre, bon, bah, moi j'aurais mis comme ça, mais en fait, pour un anglais, c'est non, tu fais pas ça, tu fais autrement. Donc, c'est un peu, tu vois, Ah sans oui. aller aussi loin que la Chine, effectivement, je comprends qu'il peut y avoir des énormes écarts. Non, mais c'est vrai que je prenais cet exemple de la Chine parce qu'il est assez parlant, Ah oui, parce il est très que, parlant. parce il est très parlant, mais en effet, tu as raison, bien plus proche de nous, comprendre nos voisins anglais ou américains, leur façon de fonctionner, ou parler des gens d'Europe du Nord, tu n'écris pas un email à des gens d'Europe du Nord comme tu l'écris à quelqu'un de l'Europe du Sud, parce Ouais. que si tu dis la même chose à ces deux personnes, elles ne vont pas répondre ou réagir de la même manière. Donc Mm. c'est là où je parlais d'émission et de réception dans la Ouais, communication. exactement. Ouais. Euh, donc, non, non, je te rejoins tout à fait. Voilà. Et puis, j'ai peut-être un deuxième exemple qui est assez rigolo. C'est sur la perception aussi de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps pour moi de comprendre, de ne pas avoir d'idées préconçues sur les autres. Et un jour, dans un dossier, également en Chine, c'est assez parlant, il y avait un préconçu que l'avocat étranger, il était homme, la femme déjà, il était âgé, avec un costume et il ne parle pas chinois. Et entre guillemets, pas de bol pour eux. Moi, j'étais femme, C'était tout jeune, l'inverse. je parlais chinois. Et donc, ils ne Ah sont oui. pas méfiés. Ah oui, donc toi, tu étais femme, Ah ouais, jeune, ah tu ouais, parlais le chinois. Ah oui, donc ça allait pas du voilà. tout là. C'était, Voilà, tu ce rentrais que pas dans j'avais la pas case dit. avocat, quoi. C'est ça? Non, je rentrais pas dans la case. Et donc, ils ne se sont pas méfiés. Et ils ont discuté en chinois devant moi. Ce qui m'a donné des informations inestimables sur la négo qu'on était en train de faire et ce qui m'a permis de conseiller mes clients au mieux dans un dossier. Donc euh, là, on est sur la partie idées préconçues, préjugés, tu Mm. vois. Et je trouve ça très amusant, moi. Je trouve ça fabuleux. Ils s'en sont Et, pas aperçus après? ah non, pas du tout. C'était C'est drôle, drôle. c'était drôle. Et dans cette case-là, d'ailleurs, les jeunes femmes étrangères ne boivent pas d'alcool. Et donc, en Chine, la tradition, c'est que quand tu signes un document, une lettre Oui, d'intention, un ouais, contrat, en Corée tu as aussi. après un dîner où tu célèbres et tu C'est bien trinques. arrosé en général. Mm. Oui, ouais, alors ça dépend. Il y a en fait voilà, c'est surtout que il y a des fois des alcools qui sont peut-être pas de la qualité qu'on voudrait, donc t'as vite mal au crâne. Mais mais voilà, tu vois, il y a des idées comme ça. Et moi, je m'en sers en me disant, attention, essaie de ne pas avoir d'idées préconçues, de Ouais, préjugés. Il y a une ouais. diversité. Moi, je trouve que c'est une richesse incroyable de gens. Et donc, voilà. Eh bien, j'ai encore un autre exemple aussi sur les situations où la compréhension des nuances culturelles m'a permis aussi de bien appréhender un projet. Et là, ça va être plus sur une négociation sur un contrat avec une partie brésilienne. Euh, alors, il faut savoir qu'au Brésil, quand on regarde un petit peu les contrats, c'est des contrats où on voit qu'ils sont issus du common law. Donc, vous savez, ces contrats qui font 50 à 100 pages, là. Le Mhm. On pavé, voit vous bien, avez ouais. vachement envie de lire, mais pas que. Parce que je disais justement avant qu'on va pas, on fait pas les contrats ou on négocie pas en Angleterre comme aux États-Unis. Ben voilà, on peut déplacer ça un petit peu plus au sud, en Amérique du Sud, au Brésil. Au Brésil, ils se sont inspirés beaucoup des contrats américains, matinés de beaucoup de locutions latines. Et c'est assez lourd, alors qu'ils ont quand même un droit qui est assez écrit. Et donc, grâce à ma double formation, voilà, moi, ça m'a permis d'apprécier, en lisant ce contrat, d'identifier tout de suite les influences du droit brésilien, d'où ça venait, comme j'avais vu, voilà, c'est ce que je disais, ça venait des États-Unis, tout ce qui était issu du common law, tout ce qui était issu des systèmes romano-germaniques. Et du coup, ça m'a permis aussi d'appréhender la façon dont ils allaient aborder les différents sujets. Après, dans un deuxième temps, j'ai beaucoup écouté mes interlocuteurs. Je les ai laissés, en fait, comme j'avais moins l'habitude des interlocuteurs brésiliens, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ils se positionnaient, comment ils parlaient, comment ils abordaient les sujets. Donc, ce que j'ai fait volontairement, j'ai pas pris la parole, j'ai pas pris en otage le micro T'as en observé. audio.
Ouais. Je les ai surtout observés, je les ai laissés commencer. Parce que mon intérêt, c'était de pouvoir réagir en situation, de m'adapter. Donc là, je parlais de flexibilité en disant c'est l'un des principaux enseignements de la Chine. Mm. Euh, et, euh, et ça m'a permis de m'adapter, de comprendre comment il fonctionnait un petit peu et de commencer d'adapter mon discours par rapport à mon interlocuteur d'en face. Mais C'était c'est ça. vrai Donc, même en tant que juriste, on a des préjugés sur nos interlocuteurs juristes, je sais pas, non. allemands, brésiliens, italiens, voilà, on est formaté un peu au départ, Ouais. je On pense. est un peu, ouais, on est un peu formaté. Il faut vraiment. C'est vrai que moi, la Chine, tout de suite après mes études, ça m'a donné cette souplesse parce que je suis arrivée avec ce formatage français cadré, ça doit être comme ça, de telle manière, etc. Puis la common law, ben, on écrit beaucoup parce qu'il y a le droit est peu écrit, donc il faut beaucoup écrire dans les contrats, sinon on n'a que On nos yeux rate pour un truc, pleurer, ouais. entre Mm. guillemets. Et la Chine, ils ont une version beaucoup plus souple parce que le droit des affaires a commencé dans les années 80, après c'est allé très vite, hein, les nouvelles lois, et le cadre juridique, il était très light. Et je donne l'exemple d'un chemin, en fait, parce que les Chinois, ils se disent, bah, OK, il y a une barrière sur le chemin, donc ça veut dire a priori que tu peux pas y aller, mais hop, sur le côté, regarde, tu peux passer du côté de la barrière, puis tu peux passer en dessous, puis tu peux enjamber aussi la barrière. On t'a pas interdit, tu vois, le panneau, donc, Oui, il et la t'interdit pas première de passer à côté, à la rigueur. voilà, donc, et la première fois, tu te dis oui, et tu te dis non, mais quand même, attends, il y a une barrière, c'est interdit de passer. Et après, tu te dis oui, mais en fait, le texte te dit que tu n'as pas le droit d'aller tout droit, il ne te dit pas que tu n'as pas le droit de passer sur le côté. Et du coup, d'un point de vue mécanique intellectuel, c'est très intéressant. Oui, Ça t'apprend, ça veut dire que quand tu rédiges et que tu dis ça comme ça, si tu n'interdis pas de passer sur le côté de la barrière, oui, tu as le droit pourquoi de pas. passer sur le Oui, côté de la barrière. oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est une autre approche, on va dire. Mais bon. Ouais, mais riche d'enseignements. Et quand tu rédiges, après, tu y penses. Est-ce que tu peux aussi partager, je sais pas, un exemple où bah, l'application du legal design t'a conduit à résoudre plus efficacement un problème juridique pour tes clients? Parce que enfin, tu l'as évoqué, mais tu Mm. es aussi formé au legal design. Donc, est-ce que ça t'a servi aussi pour résoudre des problèmes en particulier? Alors oui, là j'ai deux exemples que je peux te donner. Le premier exemple, c'est un projet pour un client de refonte de conditions générales. Et on avait une problématique où les utilisateurs non juristes des conditions générales ne comprenaient pas. Et donc la majorité des demandes à destination des juristes, qui étaient bien évidemment en sous-effectif, étaient des demandes de clarification parce que le texte était incompréhensible. Et donc, dans ce projet-là, moi, j'ai appliqué la méthode du legal design, qui donc remet l'utilisateur au centre de la démarche. Et je me suis interrogée sur comment comment mon lecteur pouvait comprendre mon texte. Et à partir de là, et en ayant compilé, entre guillemets, toutes les demandes de modification ou de clarification, j'ai retravaillé mon texte. J'ai posé des questions aux juristes en place dans l'entreprise où j'intervenais sur pourquoi on avait mis telle phrase. Alors, il y a des phrases, c'est pour se rassurer, hein. Comme je dis toujours, est-ce que c'est mis pour rassurer le juriste? C'est ceinture, bretelle, parachute deux fois minimum. Donc, voilà. Est-ce qu'on a une disposition impérative? Donc, vraiment, un travail de fond intellectuel. On est sur du juridique, parce que d'aucuns disent, ah là là, mais tu simplifies à outrance et tu perds en rigueur avec le legal design. Non, non, un vrai travail intellectuel sur disposition impérative ou non, risque à protéger, est-ce qu'il y a un vrai risque, est-ce qu'on l'a oublié parce que ça fait 20 ans que la phrase est là et que personne ne la touche. Voilà, ce type de travail-là. Donc là, clairement, on a abouti à un document où tout le monde nous dit on ne reconnaît plus notre document et on le comprend. Et c'est Ah ouais. fabuleux parce que Mm. le but, c'est que ce soit un outil pour nos interlocuteurs internes à destination des interlocuteurs externes. Ça, c'est le premier exemple que je trouve très parlant. Et le deuxième, c'est un chatbot en langage clair. Donc, un chatbot, c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un petit assistant virtuel, mais là, utilisé à des fins juridiques. Donc, on sait que les juristes, souvent en entreprise, ont un panel de questions récurrentes qui sont toujours les mêmes sur des sujets assez simples.
Et là, mon client avait une problématique qui était il avait besoin de mettre à disposition des réponses 24 heures sur 24 parce que leurs interlocuteurs étaient dispersés dans le monde, donc sur un périmètre mondial, et donc ils avaient besoin de consulter un premier niveau de réponse. Et puis c'était aussi pour décharger la direction juridique pour qu'elle puisse se concentrer sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, donc là on a établi deux modèles de chatbot, de robots. On en avait un pour les contrats parce qu'ils avaient deux contrats principaux de template sur lesquels ils travaillaient, puis un sur les questions RH. Et donc pour ça, j'ai utilisé le legal design, le langage clair, pour créer un parcours utilisateur assez simple. Donc c'était un bot à entrée multiple. Donc on avait D'accord. plusieurs façons d'arriver à une réponse aussi. Donc il y avait une certaine complexité. Parce qu'on a essayé d'identifier nos interlocuteurs et de voir comment ils pouvaient arriver à telle question en fait. Et donc souvent nos interlocuteurs peuvent nous poser la question de plusieurs manières. Voilà, donc on s'est concentré sur ça pour leur proposer un outil dynamique et pratique qu'ils pouvaient consulter sur leur téléphone parce qu'on avait des interlocuteurs qui étaient beaucoup en déplacement aussi. Ok. Oui, il faut rappeler que le langage clair, donc ça fait partie de la méthode du legal design et que c'est voilà, enfin, le legal design est une méthode, Mm. une approche Ouais. globale et le langage clair est une Mm. grosse partie du travail Ouais. de cette méthode. C'est ça, hein? Oui, exactement. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que j'allais en parler un petit peu plus tard, mais puisqu'on en Mm. parle, en effet, le langage clair, c'est un des outils principaux enfin, une partie, une composante du legal Ouais. design. Pas que dans cette méthodologie, puisqu'on parle de méthode de travail pour le legal design, mais le langage clair, c'est une grosse partie, puisque aujourd'hui, la principale problématique des juristes, c'est qu'ils sont des fois un peu trop jargonneux et inaccessibles, et que donc, quand ils produisent, leur production, leur écrit est incompréhensible, voire même à l'oral, tout simplement. Mm. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc c'est se rappeler, c'est une méthodologie qui permet aux juristes et aux professionnels du droit de se rappeler qu'ils sont des prestataires de services et que si le service ne sert pas à l'utilisateur, il sert un peu à rien. Ouais. On a parlé justement d'être user-centric, enfin orienté vraiment utilisateur. Est-ce que toi, tu aurais des exemples ou pour toi, quels sont les aspects les plus sous-estimés du développement des soft skills chez les professionnels du droit? Parce que là, on parle, enfin, ça rejoint un peu les soft skills. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait développer d'après toi? Alors pour moi, il ne suffit plus aujourd'hui de connaître le droit pour être un bon juriste ou un bon professionnel du droit. C'est un minimum. Euh, Aujourd'hui, la fonction juridique, alors je parle beaucoup en entreprise parce que c'est là que les soft skills se développent de plus en plus, mais pas que, en cabinet d'avocat, chez les notaires également. C'est une fonction stratégique. On a du droit dans tous les aspects de notre vie, qu'on le veuille ou non, on l'a encore plus en entreprise. Et donc, on demande aux juristes, par exemple en entreprise, d'être des partenaires business, mais aussi aux avocats. On leur demande de créer de la valeur, on leur demande d'être accessibles. À compétences égales, on va aller, moi si je regarde deux sites de deux cabinets d'avocats et j'ai besoin de poser une question, si je ne comprends rien à un site, je ne vais pas perdre de temps. Je veux dire, aujourd'hui, on est débordé, on n'a plus le temps, donc il faut que je puisse trouver vite mon information. Donc le choix des jeunes juristes et des candidats, quand on parle de recruter, il va se faire au-delà des hard skills, des compétences du juriste proprement dit. C'est un élément différenciant. Je dirais que les soft skills, c'est vraiment l'élément différenciant des jeunes juristes et ce que tu veux être. Et pour un juriste en place, c'est ce qui distingue le bon juriste du juriste sensationnel. Hmm. Et pour toi, quel soft skills est le plus important, recherché? Oui. Enfin, L'empathie. hmm, L'empathie et la curiosité. Je ne mettrais pas que. Mais bon, l'un et l'autre vont de pair. hmm. C'est à la fois une soft skill et deux soft skills. Connaître l'autre, comprendre à qui on parle et à qui on délivre la prestation Bah, du coup, juridique. ça fait une bonne transition. Du coup, de l'empathie et la curiosité, c'est ça, d'après toi, qui peut renforcer aussi la relation client? Enfin, pas que, hein, mais Oui, oui, oui. Non, pour moi, aujourd'hui, l'empathie cognitive ou ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire comprendre son interlocuteur pour lui donner
pour lui délivrer un conseil sur mesure. C'est l'élément essentiel. C'est à partir de là qu'on va savoir comment travailler déjà. Et puis c'est la première étape de la méthode du legal design. On parle de centrage utilisateur, donc c'est dans le titre, hein, si je puis Ouais. dire. Le deuxième étape, c'est la curiosité, l'ouverture à la nouveauté, parce qu'aujourd'hui, le monde du droit évolue et donc il faut savoir ce qui s'y passe. On parle, d'intelligence artificielle, je parlais de Legalbot, on parle de nouvelles méthodologies. Enfin, on exerce le métier, la façon d'exercer, en tant que professionnel du droit est en train d'évoluer et donc un juriste qui arrive sur le marché, il ne peut pas arriver avec, comme on arrivait il y a 20 ans. C'est quelque part de moins en moins entendable. Ça va l'être de moins en moins. Mm. Et donc, nécessairement, il faut être curieux. Pourquoi? Parce que je dirais que les formations en droit aujourd'hui, elles ne sont pas encore en adéquation avec ces évolutions-là. Donc, s'ils ne trouvent pas, parce qu'en fonction de là où on est en France, on n'a pas accès à ces formations, hein. Il y en a de plus en plus, hein. Il y en a une qui s'est créée à Lyon l'année dernière, et on a à Paris, avec justement ces propositions de modules de soft skills. Mais voilà, Mm. donc quand on est jeune juriste, il faut être curieux. Quand on est en place et qu'on a déjà eu cette formation et qu'on veut évoluer, si on ne veut pas être laissé entre guillemets sur le bord de la route, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Et puis après, le dernier élément que je ne vois pas toujours, c'est le travail en équipe avec les clients, ses interlocuteurs. Un travail d'équipe, ne plus travailler en silo. On parle d'équipe et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on enseigne par le biais du legal design, mais dans le legal design, il y a beaucoup de bon sens pour moi. Euh, c'est travailler en équipe. Si vous travaillez seul sans poser des questions, vous allez être à côté de la plaque. Mm. Ah oui, c'est un travail collaboratif, effectivement. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on associe des neuroscientifiques, des linguistes, des designers, à Ouais, tous ouais. ces projets, Les neurosciences, ouais. ouais, 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 on neurosciences. travaille sur les neurosciences, tout Mm. à fait. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la profession juridique, toi en particulier, en ce qui concerne la demande alors, croissante, pour le coup, de clarté, enfin de demande de clarté, d'accessibilité dans la communication juridique? Comment tu vois ça? Moi, je vois un avenir qui est quand même assez encourageant pour deux raisons. D'abord, c'est que le legal design se démocratise et ça signifie que de plus en plus de professionnels du droit se rendent compte du caractère incontournable d'être plus clair, d'avoir une production juridique plus engageante, plus accessible. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, au-delà des professionnels, les autorités prennent conscience aussi de cela. Et là, je fais référence à la vague législative mondiale sur l'obligation de clarté, de transparence et d'accessibilité. Donc, on voit ça en France, au sein de l'Union européenne, avec un certain nombre de directives en ce sens. Puis, dans le reste du monde, on a des dispositions en ce sens dans le RGPD, le Digital Service Act de 2024, la directive e-privacy de 2002, les pratiques sur la directive pratique commerce déloyal. On a aussi le Plain Language Act en 2022. Enfin, voilà, dans le droit des consommateurs. Et puis, Mm, dernier point très, très encourageant, c'est une norme ISO mm, sortie en juin 2023. mm, Quand on parle ISO, on pense à la qualité, on l'a tous revu, on l'a tous vu dans nos contrats, etc. Voilà, on pense à la qualité, on pense aux pratiques commerciales. Je trouve ça très marquant qu'on ait une norme ISO sur le langage clair, ouais, comme on a des normes ISO sur les process. ouais. On mettra Et le puis, lien d'ailleurs en description du non, mais c'est tout podcast. un. Voilà. C'est vraiment un symbole. Moi, je dis que si ça, c'est pas encourageant, voilà. Note positive. Et alors, est-ce que tu peux partager des conseils, alors, pour le coup, très pratiques j'allais dire pour les jeunes juristes, mais pas seulement pour les jeunes juristes, pour tous les juristes qui aspirent à devenir des partenaires un peu stratégiques, puis surtout des communicants efficaces au sein des entreprises, qu'elles soient internationales ou françaises. Mais quels seraient tes conseils? Tu en as déjà un Alors, peu parlé, mais... oui, j'en ai un peu parlé. Voilà, soyez curieux, ouverts d'esprit, travaillez vos soft skills, formez-vous au legal design. Donc, il existe, c'est ce que je disais, hein, il existe des filières qui s'ouvrent un peu partout en France et qui proposent à la fois des matières traditionnelles du droit des affaires, mais aussi des modules sur les nouvelles compétences indispensables, sur ces nouvelles compétences qui sont incontournables. Soyez innovants sur des sujets classiques.
Moi, je fais du mentorat dans le cadre du projet qui s'appelle Poste à plaque dans les écoles d'avocats, où le projet, c'est de monter des cabinets fictifs pour un peu avoir un exercice plus pratique pour ces jeunes élèves avocats. Et des fois, ils commencent en me disant, oh là là, nous, on a des matières très classiques, on a un projet de cabinet fictif dans des matières classiques. Et je dis, mais on peut être très innovant sur des matières classiques. N'ayez pas peur de changer le postulat de départ de votre réflexion. Et donc, je leur dis, utilisez le legal design. Quelle est votre cible? Votre cabinet, c'est pour qui? Pourquoi vous voulez faire ça? Bon, vous aimez cette matière, mais quelle est votre cible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend sans doute pas la même chose que les cabinets sur la même matière de droit commercial, par exemple, Mm. d'il y a 20 ans. Donc, voilà, cassez les silos aussi. Travaillez pas dans votre coin, posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à échanger vos expériences. On a tous des expériences différentes sur exactement le même type de contrat, la même clause. Mais du coup, c'est enrichissant de voir comment telle autre personne a traité tel sujet différemment. Voilà. Et puis après, je dirais que voilà, rester empathique, remettez-vous en question en permanence et puis essayez de penser hors des sentiers battus, the thinking out of the box. Mm. Et c'est vrai que pour les jeunes juristes, j'ai entendu souvent dire: «Ah mais oui, mais c'est pas facile, on n'ose pas, même sur LinkedIn, contacter des pairs ou aller à des événements qui sont pas forcément accessibles parce qu'on n'est pas responsable juridique, directeur juridique». Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut parfois, alors sur les réseaux sociaux, c'est plus simple sur LinkedIn parce qu'au pire, on se prend un vent, Oui. mais pas grand-chose de plus. Mm, Mais c'est vrai que moi aussi, je conseille, mm, oser en fait aller demander des conseils. Parfois, effectivement, les gens sont pas toujours disponibles. Moi, je sais que je suis pas mal sollicitée mm. sur LinkedIn et ça prend beaucoup de temps parce qu'une conversation, c'est pas 5 minutes, c'est 1 heure à chaque fois, hein. Donc donc effectivement, aujourd'hui, je le fais moins, c'est vrai, mais quand même, j'essaye de prendre du temps, pour les jeunes ou moins jeunes qui veulent avoir des renseignements et je pense qu'il faut oser le faire, même si ça marche pas à tous les coups, en fait. Oui, oui, non, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et je dirais pour ces jeunes, vous seriez surpris de l'empathie Et des des réponses, interlocuteurs et des bien sûr. réponses, parce que la majorité va vous répondre, va prendre Voilà. le temps, quelques minutes, Et même et s'ils ont pas le temps, ils vont vous orienter, ils vont vous donner d'autres sources, ils vont donc ouais, voilà, tout à c'est fait. Tu mmh, vois, par exemple, cette année, moi, j'ai hésité à re-signer pour être mentor sur ce projet Post mmh, à plaque parce que j'ai une fin d'année très chargée. Mais je l'ai fait parce que j'adore ce partage, pouvoir essayer d'aider. Je me dis qu'il y en a d'aucuns qui doivent se dire que c'est n'importe quoi, cette nouvelle méthodologie, cette façon d'aborder les sujets. Mais il y en a que je vais toucher. Et ouais, bien ça, sûr, ça, ouais. ça, c'est chouette. Et puis, voilà, on peut partager. Donc, moi, j'aime bien ce partage. Et puis c'est des rencontres après, qu'on peut maintenir, voilà, sur le long terme, le moyen terme, enfin, ouais, ouais. Bon, est-ce que tu peux nous dire un petit, je sais pas, un petit mot de la fin? Je te laisse le micro. Oui, un mot de la fin. Rappeler que le droit n'est pas que jargon. On peut exercer vraiment le droit différemment des schémas traditionnels, réinventer notre métier aujourd'hui en 2024. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Euh, voilà. Et puis un petit mot de la fin, un petit mot sur ton podcast quand même, que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'on découvre beaucoup de métiers juridiques. On a beau être juriste, on n'imagine pas la multitude de métiers. Et j'avais envie un peu de parler du podcast pour dire que pour moi, ton podcast, c'est un podcast qui témoigne de la curiosité et de l'empathie de son auteur. Un podcast pour découvrir tous les métiers du droit, anciens comme nouveaux. Et un podcast génial, tout simplement. Ah bah, j'en attendais pas tant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie et puis, bah, écoute, tu reviens quand tu veux sur le podcast. Le micro t'est ouvert, avec plaisir et puis, bah, moi, je Merci. te dis à très bientôt. Merci Delphine, à bientôt.